Agriculture et territoire. Patrick Roger. Agriculture et territoire, avec à mes côtés aussi ce matin jusqu'à midi Olivia Détroyat, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie. Alors, si vous n'étiez pas là, nous avons eu deux ministres qui sont passés, parce qu'il y en a énormément aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Évidemment, le Salon de l'Agriculture, pour beaucoup de politiques, c'est l'occasion d'aller parler très concrètement aussi de la situation dans les territoires du pays, de le ressentir, de le vivre en quelque sorte. On se souvient d'Emmanuel Macron, il avait bien vécu, et effectivement ça avait secoué même un petit peu l'année dernière. Bon, on va pas revenir sur cet épisode évidemment, mais c'est toujours ça. Donc Marc Ferracci qui nous a dit en fait tout à l'heure, le ministre de l'Industrie, qu'il allait lancer un fonds de soutien à l'agro-industrie de 500 millions d'euros et avec beaucoup d'effets de levier en fait derrière. Donc c'est ce qu'on va voir évidemment dans cette deuxième table ronde, ce deuxième débat avec nos invités. Olivia, Amir Reza Tofighi qui est le nouveau président de la CPME. Ce sont l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui irriguent tout le territoire. 230 000 entreprises, vous allez me corriger si je me trompe en fait tout à l'heure. Gisèle Rossamigno, directrice du réseau Banque des Territoires chez le groupe Caisse des Dépôts, évidemment, où vous soutenez bien sûr beaucoup de projets pour maintenir cette activité, puisque c'est un peu SOS sauvons nos territoires. Et puis Victor Delage, qui est fondateur de Terram. C'est un think tank qui est spécialisé dans les territoires, qui intervient assez régulièrement d'ailleurs sur Sud Radio. Alors Olivia, entrons un petit peu dans le cœur du sujet, sauvons nos territoires. Des invités au cœur des territoires et des campagnes qui sont en difficulté depuis plusieurs années, on en entend souvent parler, vous le vivez même, probablement vous qui nous écoutez, des commerces locaux qui ferment, des industries ou des services qui se font plus rares et qui entraînent des pertes d'emplois. Alors le constat peut être sévère, mais il n'est pas inéluctable. C'est ce qu'on va voir ce matin en essayant d'explorer les pistes qui permettent de redonner des perspectives et surtout un horizon à nos territoires. Alors on va commencer par vous, Amir. On va prendre un exemple qui m'a marqué cette semaine sur le Cantal, qui a réussi à renverser son déclin démographique, à installer des commerces, à faire revenir des populations. Comment on impulse ce changement et ce retournement de situation pour les entreprises et les populations? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend bien. Oui. Alors, le Cantal, c'est un bon exemple. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les territoires, les TPE et les PME, elles résistent forcément mieux parce que c'est souvent des entreprises patrimoniales. Et donc, elles passent plus facilement les crises. Et donc, c'est ce qui permet aussi à ces entreprises de tenir sur les territoires. On a aujourd'hui la problématique qu'on rencontre dans ces territoires-là, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui est que forcément, comme il y a moins de services publics, il y a moins de personnes qui viennent vivre dans les territoires et donc il y a plus de problématiques de recrutement. Et donc une entreprise, elle a des difficultés à recruter parce que forcément il y a moins de médecins, il y a moins d'écoles et donc il y a moins de salariés qui veulent venir vivre dans ces territoires. C'est ça la principale difficulté aujourd'hui. La problématique du recrutement est une des principales difficultés partout en France, mais dans les territoires ruraux, elle est encore plus exacerbée parce que forcément c'est très compliqué de faire venir une personne dans un territoire rural s'il n'y a pas d'école ou s'il n'y a pas même d'infrastructure pour développer l'entreprise. Et donc le véritable défi, c'est d'avoir une politique cohérente, globale. Ça veut dire comment on arrive en même temps à installer des services publics, comment on arrive à favoriser les entreprises pour qu'elles puissent se développer sur les territoires. Et donc il faut une vraie volonté politique, un vrai investissement pour permettre à ces entreprises de se développer sur les territoires. Oui, des PME qui aiment autrement ces territoires, évidemment autrement. Peut-être davantage que les villes ou pas, non? Vous êtes plus urbain, on va se dire les choses, quoi, bien sûr. Est-ce que les PME retournent aujourd'hui vers ces territoires? Elles le maillent, comme le disait très bien tout à l'heure Olivia. Aujourd'hui, les TPE et les PME, elles sont déjà partout sur les territoires. Ouais. Mais il y a eu aussi des impacts négatifs parfois. Quand on prend par exemple la désindustrialisation, aujourd'hui, on dit souvent un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois créés à côté. Et donc, toute la désindustrialisation de la France a aussi détruit tout un tissu économique de TPE et de PME sur les territoires. Oui. Gisèle Rossamigno, justement, c'est votre, votre mantra d'aider un petit peu les territoires à garder leurs emplois et leurs activités. Comment vous faites dans l'exemple, par exemple, l'exemple du Cantal que l'on évoquait en fait tout à l'heure, quoi. Bonjour à tous. Alors effectivement, la Banque des Territoires, elle a été créée pour lutter contre la fracture territoriale, pour assurer la cohésion sociale et territoriale. Dans ces territoires, c'est juste un tiers des Français qui habitent dans 90% des communes. Donc comment on résout ce déséquilibre? Alors, du coup, comment est-ce qu'on résout ce déséquilibre? D'abord, on est très présent dans les territoires.
On est très présent dans les territoires et nous, on adresse tous les projets portés par les collectivités locales, les maires, les intercommunalités ou même des entreprises d'ailleurs, puisqu'on contribue au développement des entreprises, quel que soit le territoire et quel que soit le projet. Et donc je peux vous donner des exemples parce que les exemples c'est très parlant. Alors dans le Cantal, pour parler du Cantal, puisqu'on est sur ce territoire-là, il y a quelques années, on finançait 2 projets dans le Cantal. En 2024, on en a financé plus de 14. Et on a financé, je vous donne un exemple très parlant, on a financé le campus universitaire d'Aurillac, on a financé le restaurant universitaire. Et donc, ça montre bien que dans ces territoires-là, il y a des projets qui sont portés par les élus locaux ou qui sont portés par les entreprises. Mais j'imagine qu'il faut, dans ces cas-là, réfléchir territoire par territoire, parce que les problématiques et les difficultés ne sont pas les mêmes dans le Cantal que dans les Hauts-de-France. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut réfléchir territoire, il faut faire du cousu main. En fait, la réussite, c'est d'écouter les élus, d'écouter les acteurs économiques, d'écouter le monde associatif et de faire émerger un projet et ensuite, évidemment, de le financer. Et décourager les rêveurs ? Il faut un peu de rêve dans la vie parce que si on n'a pas de rêve et d'optimisme, on est perdu. Mais néanmoins, il faut du pragmatisme et de la réalité. Donc nous, on est enthousiaste qu'on en a des rêveurs, mais on fait atterrir les projets grâce à l'ingénierie qu'on apporte, par exemple, où on transforme une idée politique en un projet opérationnel. Oui, ça c'est particulièrement important. On va tout commenter avec vous, Victor Delage, tout à l'heure, comme on l'a fait dans la table ronde précédente. Mais juste, vous avez dit, il faut qu'il y ait des services publics. Amir, Reza Tofighi, je rappelle que vous êtes le nouveau patron des CPME. Il y a aussi l'accès à Internet, aux technologies modernes, parce que c'est la clé, évidemment. Pour faire du business et de l'économie partout, Amir, il faut cette infrastructure, quoi. Alors déjà, beaucoup a été fait avec tout le plan de déploiement de la fibre optique. Il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a en France d'avoir un réseau de fibre qui a été fortement développé partout sur les territoires. Après, il y a encore des zones blanches. Et ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise ne peut pas se développer dans des zones où on n'a pas encore une couverture numérique qui soit adaptée. Et après, il y a aussi l'accompagnement de ces entreprises parce qu'on a encore une partie des TPE qui ne sont pas assez bien connectés. C'est-à-dire, je ne parle pas d'une connexion donc physique, on ne peut pas faire du business partout aujourd'hui. Non, là, ce que je voulais dire, c'est qu'on a même la sensibilisation des dirigeants à faire. C'est-à-dire, en gros, on a aussi un rôle de sensibiliser les dirigeants à l'appropriation des outils techniques. Oui, ça c'est vrai, ça fera partie de vos priorités. Bien sûr, oui. bien sûr. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, évidemment, pour accélérer. Et là, il y a un match qui est en train de se jouer aujourd'hui, sous nos yeux, planétaire, bien sûr. Exactement. Et c'est également le rôle de la CPME, c'est de sensibiliser, d'accompagner les dirigeants sur l'appropriation de ces outils, notamment de l'intelligence artificielle. Gisèle, vous parliez tout à l'heure de fracture territoriale. Est-ce qu'il y a encore une fracture numérique aujourd'hui dans les territoires et comment on essaye de la résoudre? Alors, je dirais qu'il y a 10 ans, la principale fracture territoriale était la fracture numérique. En 10 ans, comme ça vient d'être dit, on a fait un bond énorme. Il y a 10 ans, on était à la 26e place au plan européen en matière de raccordement à la fibre. Et aujourd'hui, on est les premiers au plan européen. Et pourquoi on a réussi à faire ça? Eh bien, parce qu'on a fait un plan d'investissement massif de raccordement à la fibre. Et aujourd'hui, on a 38 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 38 millions de lignes FTTH qui existent en France. FTTH, on précise. C'est le raccordement à la fibre. Voilà. Donc, évidemment, pour ceux qui n'en ont pas encore, il faut qu'on poursuive et évidemment les derniers kilomètres, si je puis dire, est toujours le plus dur, mais néanmoins on a fait un bond substantiel et ça c'est vraiment grâce au travail mené depuis 10 ans sur tout le territoire national. Victor Delage, vous qui réfléchissez à ce qui attire nos citoyens sur les territoires, est-ce que on a beaucoup parlé du télétravail, de l'économie numérique, est-ce que ça change la donne pour les territoires ruraux et de façon durable? Alors je pense que quand on réfléchit au télétravail, il y a 2 choses à avoir bien en tête. La première, c'est effectivement comment on fait venir ce qu'on appelle les néo-ruraux. Alors on pourra en reparler tout à l'heure. Mais comment on les fait venir sur ces territoires
Parce que effectivement, quand vous vivez dans un pôle urbain, aller à la campagne, c'est souvent quelque chose qui peut être idéalisé. Donc on peut être tenté de le faire, mais une fois qu'on est sur place, une fois qu'on a franchi le pas, toute la question c'est comment on reste sur ces territoires. Oui, que ce soit pas en feu de paille. Exactement. Et on a vu, on a beaucoup parlé de tous les urbains qui ont quitté les centres-villes pendant le Covid ou juste après la Covid-19, mais on est en train de voir aussi qu'il y a un effet boomerang avec beaucoup de ces gens-là qui sont en train de retourner soit dans leur territoire d'origine, soit dans des territoires similaires. Donc c'est vrai que le télétravail... Pourquoi ils repartent? Parce qu'ils n'ont pas les services, comme le disait Amir tout à l'heure. Services, style de vie, qui est très différent. Il faut s'adapter parfois. Et puis la question du télétravail, c'est très bien parce que ça vous permet de travailler à distance. Mais néanmoins, quand on parle d'isolement dans la ruralité, c'est typiquement quelque chose qui y participe et assez largement. Ce qui est aussi intéressant par contre dans le télétravail, peut-être plus intéressant encore, c'est pour les ruraux qui ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail depuis des années et des années, pour des raisons de mobilité, pour des raisons sociales, etc. Et quand vous avez la possibilité 1 ou 2 jours par semaine de travailler de chez vous, c'est quelque chose qui peut être très utile, d'autant plus pour les familles. Je rappelle qu'un collégien, en moyenne, il fait 15 km par jour pour aller dans son collège. Un lycéen, c'est 23 km. Donc quand vous êtes parent, c'est vrai que si vous pouvez réduire les kilomètres, c'est quelque chose d'assez essentiel. Pour évidemment maintenir des activités ou relocaliser ou attirer effectivement des entreprises, c'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'années, on pouvait se dire oui, ça passe, mais aujourd'hui, on veut les services en fait à proximité immédiate, quoi. Sinon, on quitte les territoires. Allez, on poursuit dans un instant, sauvons nos territoires avec nos invités ici en direct du Salon de l'Agriculture. Agriculture et territoire. Patrick Roger. Patrick Roger. Oui, jusqu'à midi, en direct du stand de la coopération agricole avec Olivia Détroyat, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie, avec nos 3 invités qui sont avec nous. Amir Reza Tofigui, qui est nouveau président de la CPME. J'insiste évidemment parce que c'est vrai que il est là depuis maintenant 1 mois à peu près. Gisèle Rossa-Mignot, directrice réseau Banque des Territoires chez dans le groupe de la Caisse des dépôts, qui intervient pour accompagner tous les projets en fait sur les territoires, et on va en parler dans un instant. Et puis Victor Delage, qui est fondateur de Terra, mais c'est un think tank qui est spécialisé dans les territoires. Olivia. Alors le rôle des collectivités locales est majeur, on le voit dans ce sujet de revitalisation des territoires, mais en période de crise financière et de disette financière de l'État, est-ce que, Amir, c'est pas les entreprises qui doivent aujourd'hui prendre les devants pour revitaliser les territoires? Alors, nous prenons déjà les devants dans les faits, les entreprises. Rappelons qu'il y a plus d'1 million de TPE dans les territoires aujourd'hui, de toutes petites entreprises en ruralité. En fait, qu'est-ce qu'une TPE sur un territoire? C'est déjà une activité supplémentaire et qui permet justement de redynamiser un territoire. La question, c'est d'avoir une cohérence globale de l'action publique. Par exemple, quand on voit que on baisse les dotations pour les collectivités territoriales, mais qu'on augmente leur capacité à faire du versement mobilité, donc un impôt supplémentaire sur les entreprises qui va augmenter du coup sur toutes les régions, on voit qu'il y a un manque de cohérence fiscale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit il faut que les collectivités territoriales finalement économisent de l'argent, mais derrière on leur permet d'aller récupérer l'argent sur les entreprises. Et donc nos entreprises en fait sur les territoires, elles développent de l'activité. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas une cohérence politique, s'il n'y a pas une cohérence économique, elles ne peuvent pas en fait. Alors vous parlez de cohérence politique. Ont été mis en place il y a quelques années des zones de revitalisation des territoires qui étaient censées aider les entreprises à venir. Est-ce que ça a marché, ça? Oui, alors il y a eu en effet... alors ça a changé depuis 1 an d'ailleurs. Oui, ça a changé de nom. Ça a changé depuis 1 an. Pas que de nom, mais aussi de règles. Ça concerne 17 000 communes à peu près. Ça a surtout permis de garder l'économie sur les territoires, pas forcément d'amener des nouvelles... préserver l'existant. Voilà, mais ce qui est déjà beaucoup, parce que ça veut dire qu'on aurait peut-être perdu cette économie sur les territoires si on n'avait pas eu ces aides-là. Donc oui, en fait, toutes les incitations
fiscales, sociales permettent d'aider une entreprise à aller justement dans ces territoires-là. Maintenant, la question, c'est comment on va encore plus loin. Et on voit par exemple qu'on a les sujets d'infrastructure. Et on peut voir actuellement dans les débats, notamment sur la 69, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse avoir pour les entreprises de l'accès facile. La question de la mobilité. L'accès de la mobilité, l'accès de l'infrastructure, l'accès de permettre à ces entreprises-là de ne pas être trop loin de leurs salariés et trop loin de leurs clients finaux. Oui, et Marc Ferracci parlait tout à l'heure aussi de la volonté, toujours, de simplification administrative et face aux normes. C'est ce que vous demandez, vous réclamez également, vous? Bien sûr. Prenons par exemple aujourd'hui Notre-Dame, prenons les JO, prenons Mayotte. À chaque fois, on fait des lois d'exception pour réussir à aller vite. Ça marche très bien. Il n'y a aucun drame social, il n'y a aucune atteinte à l'environnement. C'est juste que on corrige des règles qui n'ont plus aucun sens et ça va très vite. Pourquoi on ne ferait pas de ces lois d'exception des lois ordinaires? Pour justement aller beaucoup plus vite et arrêter de... Sans aller jusqu'à la Elon Musk, mais un petit peu en fait dans ce sens quand même, quoi, de simplifier, d'accélérer, quoi. Avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme. Oui, oui. Alors, on voit que dans ces sujets de revitalisation des territoires, on est au salon de l'agriculture, on parle beaucoup d'agriculture. Comment on fait, Gisèle Rossamigno, pour pour favoriser la diversification des territoires, pas faire que du tourisme et de l'agriculture, mais diversifier les secteurs présents dans nos territoires? D'abord, sur un territoire, celui des projets et qui, pour le coup, mettent sur la table le projet et voient en quelle mesure nous, on peut les aider. Et bien sûr, nous, on a deux grands axes, en fait. La certitude que nous avons, c'est que la transition écologique énergétique, elle passera par les territoires avec le monde économique, avec les élus, avec le monde économique. Et puis le deuxième pilier, on vient d'en parler à l'instant, c'est que la cohésion sociale et territoriale passera aussi avec les élus et avec le monde économique. Et donc tous les projets qui rejoignent ces deux axes-là sont des projets qui font du sens sur les territoires. Quand vous rénovez une école, vous améliorez le service public. Quand vous développez les maisons France Service, vous améliorez le service public. Quand vous développez l'industrie, quand vous installez Miti-Limer à Cancale, puisque nous on a financé le développement et la croissance de Miti-Limer, eh bien oui, vous favorisez le développement économique et la cohésion sociale et territoriale dans ce territoire. Donc c'est à la fois très écosystémique, le maire, les élus, le monde économique, le monde associatif, et c'est ça qui fait un projet de territoire. Dans cet écosystème, il y a aussi les services publics. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à faire revenir des services publics dans nos territoires et des médecins aussi, qui est une thématique qui revient souvent sur les... Alors, sur le service public, dont on est à l'œuvre avec les maisons France Service, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis plusieurs années. On en est à plus de 2700 maisons France Service. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans les territoires, il y a une vraie difficulté pour les Français quand même à utiliser les services informatiques, à avoir accès finalement à tout ce qui est nécessaire dans la vie du quotidien via le numérique. Et donc ces maisons France Service, elles ont cet objet-là. Et avec la Poste développe aussi et teste aujourd'hui des bureaux de poste mobiles. Oui. Donc il y a de l'innovation pour apporter du service public aujourd'hui dans les territoires, pour le renforcer et pour éviter ce sentiment d'abandon du service public. Avec Amir, peut-être une dernière question à ce niveau-là. Si vous aviez deux choses à demander, en fait, parce que vous adressez souvent au pouvoir public, hein, bien sûr, pour garder des activités dans les territoires, quelles seraient ces deux priorités, en fait, aujourd'hui? L'exemple qui était donné sur le fait de réindustrialiser est un très bon exemple. Aujourd'hui, si on veut aussi reconquérir l'économie dans les territoires, il faut réindustrialiser. Parce qu'on comprend bien que l'industrie, c'est pas à Paris, c'est partout sur les territoires. Et donc, il y a une vraie ambition à avoir sur ce sujet, sur lequel la France a complètement décroché. On est un pays qui s'est complètement désindustrialisé. Les chiffres ils sont assez flagrants. On a 10% de notre PIB qui est l'industrie, c'est 16% en Europe, 19% en Allemagne. Donc le premier sujet, c'est qu'il faut avoir une vraie politique de réindustrialisation. Le deuxième sujet, et ça a été très bien dit, c'est d'avoir une cohérence globale de l'action publique, l'action économique, c'est de dire comment on fait pour, en effet, avoir
un retour du service public, on parlait tout à l'heure de médecins, d'avoir une cohérence globale, parce qu'une entreprise ne peut pas arriver toute seule sur un territoire, il faut qu'il y ait une vraie cohérence dans l'action publique pour permettre à ces territoires de se redynamiser. Alors Victor, vous montrez dans une de vos études très intéressantes que les TPE et les PME aujourd'hui, ça permet de protéger les territoires en période de crise. Comment on explique ce phénomène-là? Quels sont les ressorts qui permettent de stabiliser nos territoires grâce à la vie économique? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est que les TPE sont les championnes de création d'emplois. Si vous regardez sur la période 2008-2017, c'est 220 000 emplois qui ont été créés en solde net. C'est plus que les PME, c'est plus que les ETI, c'est plus que les grandes entreprises. Par ailleurs, ce sont des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les écosystèmes locaux, qui participent à cette économie de proximité, ce qui est fondamental pour justement revivifier tous les secteurs qui se trouvent sur ces différentes typologies de territoires. Et puis, dernière chose, ce sont des entreprises qui sont à la fois, qui peuvent s'adapter très vite à la conjoncture et qui sont résilientes. Si vous regardez ce qui s'est passé... Mais qui peuvent être fragiles aussi en même temps, bien sûr. Il y en a beaucoup qui disparaissent, mais beaucoup qui apparaissent en fait. Ouais. Et si vous regardez ce qui s'est passé à la suite de la Covid-19, tout le monde annonçait que ça allait être catastrophique pour les TPE. Et en réalité, elles ont plutôt bien résisté. En fait, leur force, c'est qu'elles sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'elles sont présentes sur l'ensemble des territoires en France et avec proportionnellement une plus forte présence dans les territoires ruraux. Par exemple, si vous regardez dans le Cap Corse, 60% des emplois viennent des TPE. Et l'un des défis aussi, c'est d'attirer, on l'évoquait tout à l'heure pour l'agriculture d'une façon générale, par rapport aux PME, aux TPE dans les territoires, c'est d'attirer les jeunes. Parce que, évidemment, un jeune, ça le fait pas toujours rêver quand on va lui dire, écoute, tu vas travailler dans une petite entreprise. On évoquait dans le Cantal, en fait, tout à l'heure, ou en Bretagne. Il peut rêver, en fait, autre chose. Il a des images planétaires. Il voit, évidemment, qu'il y a les réseaux sociaux. Comment faire face à cela? Est-ce que c'était un défi, cette formation et l'éducation des enfants pour les garder dans ces entreprises moyennes? Moyennes, c'est pas péjoratif, hein, Amir. Oui, d'ailleurs, il y a un défi plus global sur la transmission des TPE et des PME, puisque dans les 10 années qui viennent, on va avoir beaucoup d'entreprises pour lesquelles le dirigeant a 55 ans, entre 50 et 60 ans en moyenne, donc 55 ans, et il va devoir transmettre. Et donc, il va falloir réussir à donner envie à des jeunes de reprendre ces entreprises et de les accompagner à travers des incitations fiscales ou à travers d'autres aides. Et donc là, c'est un vrai enjeu, d'encourager à l'entrepreneuriat et d'encourager à la reprise de leur entreprise. Et donc il y a un vrai défi à avoir collectivement, parce qu'on va avoir beaucoup de dirigeants qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Et on a un peu cette idée que pour les jeunes comme pour les entreprises, quand on est en milieu rural, on est un peu loin des opportunités. Est-ce que cette mentalité-là change un peu, et comment on peut encourager justement les jeunes et les entreprises à rester en milieu rural, changer cette mentalité? Aujourd'hui, à travers l'innovation, il y a beaucoup qui peut être fait et les TPE et les PME sur les territoires ont énormément encore d'activités à développer. Donc moi je pense qu'il ne faut pas opposer le rural, l'urbain. Il y a de l'activité pour tout le monde. Il faut juste redonner envie d'être entrepreneur et redonner envie à tous ces jeunes aujourd'hui de reprendre ces entreprises qui sont sur les territoires et qui pour beaucoup marchent bien et qui ont juste besoin d'avoir un repreneur derrière une fois que le dirigeant partira à la retraite. Merci beaucoup. Allez, nous poursuivons ici en direct du Salon de l'Agriculture sur ce SOS Sauvons nos territoires. On voit qu'il y a quand même des pointes d'espoir énormément pour maintenir ces activités, mais qu'il y a des défis qui se présentent à nous. C'est ce que nous allons voir encore jusqu'à midi sur Sud Radio. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole, Agriculture et Territoire, Patrick Roger. Avec Olivia Detroyat, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires aussi au Figaro Économie. Encore quelques minutes ici en direct du stand de la coopération agricole au Salon de l'Agriculture pour aborder ce qui est assez essentiel, c'est-à-dire les services, les activités dans l'ensemble des territoires pour maintenir justement aussi une population qui parfois revient. On l'a vu tout à l'heure avec le vice-président des maires ruraux qui nous disait que depuis quelques années, c'est une petite
commune de 1200 habitants, il revoyait des nouveaux habitants, des néo-ruraux qui venaient s'installer. Alors souvent les néo-ruraux, ils sont très contents d'aller à la campagne et puis au bout d'un certain temps, ils se disent « Ah bah oui, mais il n'y a pas tous les services en fait à proximité » et ils repartent. C'est ce que nous disait Victor Delage, fondateur de Terram, un think tank spécialisé dans les territoires qui est avec nous pour nous accompagner, et Gisèle Rossamigno, directrice du réseau de la Banque des Territoires à la Caisse des dépôts. Olivia, donc sur toutes ces Alors on activités. va évoquer effectivement des initiatives intéressantes, hein. Peut-être à l'heure où il manque un peu d'argent pour financer le retour des services, on voit des initiatives intéressantes notamment chez les agriculteurs qui sont les piliers des territoires et qui font des services d'hôtellerie, des points relais, ce qui leur donne des revenus complémentaires. Est-ce que, Gisèle Rossamigno, c'est une piste à explorer plus loin et surtout, est-ce que c'est vraiment leur mission de faire ça? Moi, je ne sais pas si c'est leur mission. En tout cas, lorsque les agriculteurs s'organisent ou créent des structures pour diversifier leur activité, nous, on regarde évidemment avec beaucoup d'attention sur le métier qui est le nôtre, qui est le métier d'investisseur. C'est-à-dire qu'on peut, dans une société de projet, contribuer à apporter de l'argent et donc aider et les accompagner dans un projet de diversification, que ce soit, j'ai en tête des projets de no-tourisme, des projets de circuits courts, de transformation évidemment de produits végétaux ou de produits animaux. Donc évidemment, cela on le regarde et ça contribue aussi à une dynamique territoriale supplémentaire qui est nécessaire à ces territoires. Est-ce qu'il y a un phénomène plus qu'un autre, une tendance, une mode justement dans les demandes qui arrivent? Vous avez parlé des circuits courts, mais d'une façon générale, chez vous, pour les projets? Non, nous, on regarde avec beaucoup de pragmatisme tous les projets. En fait, évidemment, notre sujet, c'est qu'il faut que ça soit des projets qui soient économiquement solides. Oui. Pourquoi? Parce que si on emmène évidemment un projet, une volonté, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit utopique. Oui. Il faut que ça soit résilient, que ça soit résistant aux aléas aussi aujourd'hui. Mais j'ai en tête, vous voyez, un développement de supérettes avec une société dans laquelle on est investisseur. Eh bien, il y a 100 supérettes qui se sont développées dans tout le sud-ouest avec 700 produits à disposition à des prix que l'on retrouve dans les grands magasins. Donc ça, c'est des initiatives qui sont des initiatives aussi qui permettent de revitaliser les territoires. C'est essentiel, le commerce. Alors, Victor Delage, on en a parlé pas mal des néo-ruraux, de ces gens qui reviennent à la campagne. On voit que ça peut créer des tensions avec la population. Quels sont les ressorts d'une greffe qui prend entre ceux qui reviennent à la campagne et ceux qui y sont restés, socialement parlant? Non, tout l'enjeu, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'entre-soi, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais on voit quand il y a des gens qui reviennent à la campagne, on parle du chant du coq ou de l'église qui sonne à côté, qui empêche de dormir. Odeurs, voilà, ça crée des tensions. Comment on va contre ça? Non, il faut créer du lien, vous avez parfaitement raison. Et là où les néo-ruraux peuvent parfois un petit peu, et de manière caricaturale, être moqués, en réalité, de par leur expérience qu'ils ont pu acquérir en poursuivant leurs études post-bac dans des métropoles, les premiers jobs qu'ils ont pu avoir, ils peuvent vraiment apporter à ces micro-sociétés dans un village, en créant effectivement un commerce de proximité, en rachetant un PMU, en s'impliquant dans de l'artisanat aussi de proximité. Donc non, il ne faut pas les opposer. Toute la difficulté, effectivement, c'est comment on fait pour créer ce lien-là, sachant qu'effectivement, généralement, ceux qui restent dans ces territoires, ils ont le sentiment d'être un petit peu relégués, parce que depuis tout à l'heure, on parle de tous les services qui sont mis à disposition et qui existent, et ça, on peut que s'en féliciter, mais entre ce qui existe et le ressenti personnel de ces gens-là qui ont souvent... Se sentent oubliés ? Voilà, ce qui revient souvent, c'est on paie les mêmes impôts que tout le monde, mais on est relégué en seconde division, on n'a pas du tout accès à la même chose. On a publié une étude à l'Institut Terram sur les enjeux de mobilité au sein de la jeunesse rurale, et ils sont très nombreux. Il faut des voitures, bien exactement. sûr, toujours le prix de l'essence quand il avait flambé, évidemment. Un jeune rural, il dépense 528 euros par mois en moyenne pour se déplacer. 528 euros par mois en moyenne. C'est plus de 5 SMIC par an. Si on compare à un homologue urbain du même âge, c'est 300 euros. Donc c'est plus de 220 euros. Donc voilà, l'idée c'est réfléchir collectivement à comment on fait société et comment on arrive à raccorder ces deux mondes qui parfois se tournent le dos.
et tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Gisèle Rosamignot, ce sujet de la mobilité, il est crucial dans les territoires. Est-ce que vous travaillez à des projets, à financer des projets pour sortir un peu du tout voiture qui peut coûter cher pour des gens qui voudraient revenir dans la ruralité? Alors effectivement, la mobilité, d'abord, il faut s'en occuper parce que c'est un impact sur le changement climatique et sur le climat qui est quand même majeur. Donc évidemment, c'est un élément d'attention et de travail constant. Par contre, à une problématique, on n'aura pas une solution. Donc effectivement, on revient à ce qu'on dit, territoire par territoire. Territoire par territoire, et puis regardez évidemment la mobilité dite collective. Comment est-ce qu'on favorise du transport public? Comment est-ce qu'on développe la ramification de transport public? Comment on renforce aussi le transport ferroviaire? Il y a ce sujet évidemment crucial. Et puis après, il y a un maillage plus fin. Et le maillage plus fin, c'est par exemple aussi le partage, le covoiturage, c'est du transport collectif beaucoup plus maillé. Et puis in fine, si parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est la voiture, eh bien comment on développe les bornes électriques? Comment on développe l'accès à la voiture électrique qui est encore... des projets en fait? Oui, bien sûr. On soutient des projets de financement de bornes électriques pour effectivement faire évoluer la flotte électrique, la flotte de voitures, même si pour un jeune c'est encore onéreux la voiture électrique. Donc ce sujet-là, c'est un sujet complexe où il faut prendre toutes les pistes possibles et sur un territoire voir laquelle est la plus adaptée ou lesquelles sont les plus adaptées. Oui, Gisèle Rosamignot, la Banque des Territoires. Là, il y a des auditeurs qui nous écoutent et ils se disent: ah bah tiens, moi ça m'intéresse, pourquoi pas de prendre des activités, d'essayer de les remonter. Comment faut-il s'y prendre par rapport à la Banque des Territoires? Il faut déposer un dossier. Alors d'abord, en deux mots, de façon très pratique. Très pratique. D'abord, la Banque des Territoires, elle est sur tous les territoires. Donc voilà, donc c'est déjà ça. Il y a déjà 36 implantations sur tout le territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Deuxième chose, nous on porte des projets qui sont amenés soit par des entreprises et on finance par exemple les murs de l'entreprise, soit par les élus. Donc il faut aller s'adresser à son élu, à son maire, et voir comment ce projet-là peut faire sens sur le territoire. Et ensuite, évidemment, des collègues dans les territoires regardent. Et là, vous allez intervenir ensuite pour aider de façon logistique et puis sur le financement? Alors, on est un peu plus qu'une banque. Oui. D'abord, on apporte ce qu'on appelle, nous, en haut, c'est de l'ingénierie. Ça veut dire quoi? C'est d'aider à transformer l'idée en un projet. Ah oui. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça, il faut apporter de l'analyse. Donc ça, on le fait. Puis après, on peut apporter du financement. Soit on prête de l'argent. Basiquement, on prête de l'argent et donc on veut être remboursé, mais on prête de l'argent ou on investit et avec d'autres partenaires. Ouais. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une attractivité aujourd'hui des campagnes, ce que l'on a évoqué en fait à quelques reprises, Victor Delage, après il y a eu, comme le disait Olivia tout à l'heure, l'après Covid bien sûr. Aujourd'hui, ça fait rêver ou pas? Alors en fait, je vous sens circonspect en fait. Non, disons que je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Oui. Si vous le permettez, je crois que notamment quand on s'intéresse à la jeunesse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce qu'elle souhaite oui ou non partir. Et si elle souhaite partir, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle puisse être mobile? Parce que la mobilité géographique, c'est quand même très lié à la mobilité sociale, comme vous le savez. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont même dans leur panier le capital culturel, le capital économique pour partir, mais qui ne le font pas parce qu'ils s'autocensurent. Ils s'autocensurent parce qu'ils se disent mon frère, ma sœur vont rester dans le coin, mes amis d'enfance aussi. Moi, si je pars, quand je vais revenir, je serai le traître. Et dans ce cas-là, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent et ils ne reviennent jamais. Moi, je pense que c'est crucial, quand vous êtes jeune, si vous souhaitez partir, de mettre des dispositifs en place pour que ces jeunes puissent aller voir à l'extérieur comment ça se passe. Et ramènent leur expérience. Tout leur savoir-faire, leur expérience, effectivement. On a envie de revenir après? Il y en a beaucoup qui souhaitent revenir. Ah oui, regarder les enquêtes d'opinion parce que c'est très chouette de partir à l'étranger, de partir dans une métropole pour poursuivre ses études, etc. Mais quand vous avez connu ça, vous avez toujours cette petite nostalgie qui vous ramène à ces territoires, parce que vivre
dans un centre urbain, c'est quand même beaucoup d'anxiété, c'est du temps dans les transports en commun, c'est la pollution, c'est le bruit. Et à un moment, on voit que cette jeunesse est quand même aspire de plus en plus à une quête de sens. Effectivement, vous avez beaucoup de jeunes qui souhaitent revenir sur ces territoires. Au-delà de la nostalgie du retour au bercail, comme on dit, est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres aujourd'hui? On parlait du Cantal tout à l'heure, aussi à côté de Caen, il y a des petites communes qui regagnent beaucoup d'habitants. Est-ce qu'il y a des endroits où les jeunes ont envie d'aller aujourd'hui? Alors toute la difficulté quand on aborde cette question-là, c'est que souvent on parle de la ruralité, alors qu'en fait il existe des ruralités. Oui. Quand vous habitez dans moi-même le Cantal, ça me parle bien, je suis auvergnat, Puy-de-Dôme. Mais quand vous habitez effectivement dans le Massif central, c'est pas du tout les mêmes problématiques que quand vous habitez le long d'un littoral, par exemple. Donc si vous regardez effectivement où il y a beaucoup de demandes et où il y a beaucoup de mouvements, c'est quand même très concentré dans le sud-ouest de la France. Il y en a aussi dans le nord-est. La diagonale du vide, ça reste compliqué, même si sur certains territoires, vous parlez jusque dans le sud-ouest. Exactement. Ouais. Même si sur certains territoires bien identifiés, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place par les collectivités, par les maires, etc., pour attirer ces jeunes actifs. Effectivement, vous preniez le cas du Cantal, il y a pas mal d'innovations, de projets qui sont mis en place pour amener tous ces gens-là. C'est ce que vous voyez, vous aussi, Gisèle Rossamigno, non? Oui, moi ce que je crois, c'est que en fait, il faut développer pour que les jeunes aient envie d'y rester ou d'y revenir des centralités. Il faut que le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, il trouve ses propres besoins. Ses besoins, c'est quoi? C'est se loger, se transporter, se nourrir, se soigner et travailler, et puis un peu aussi de culture aussi. Il faut que qu'il ait les moyens aussi d'avoir le sentiment de vivre comme tout le reste de la population. Donc développer les centralités, que ce soit dans un territoire très rural ou moins rural, eh bien nous c'est ce que nous faisons au quotidien. La période de disette budgétaire qu'on vit est-elle de nature à stopper cette dynamique que vous avez évoquée? Chez nous, non. À la Banque des Territoires et à la Caisse des Dépôts, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que d'abord les financements c'est sur le fonds d'épargne des Français et les Français épargnent beaucoup. Oui, les Français épargnent beaucoup. Bien sûr, il faut que les collectivités puissent aussi accompagner leurs projets. Mais aujourd'hui, il y a encore des capacités très importantes du côté des collectivités aussi pour réfléchir à les projets et à les financer avec nous. Parfait, merci Gisèle Rossamigno. Écoutez, il y a des auditeurs qui vous entendent et qui vont aller frapper à la porte de la Banque des Territoires et vous l'avez dit, allez voir dans les mairies un peu auprès de chez vous. Merci aussi Victor Delage, fondateur de Terram, un think tank qui est spécialisé donc dans les territoires. Merci à la coopération agricole qui nous a accueillis ici sur le stand depuis 10h30 ce matin, qui nous accueillera de nouveau vendredi matin avec la matinale de Jean-Jacques Bourdin ici de 7h à 9h, moi également, et Alexis Poulain qui va me succéder dans un instant, qui sera également présent. Merci Olivia des Troyas. C'est un plaisir. Bon, on vous lit dans le Figaro, bien sûr, Figaro Économie, spécialiste de toutes les questions d'industrie, d'agro-industrie, d'économie d'une façon générale. Et demain soir aussi, rendez-vous, les vraies voix seront en direct des vignerons indépendants ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à l'écoute de Sud.